Eh bien, je présente à tous et à chacun mes vœux et je poursuis notre longue et pénible route. Donc, pour illustrer ce paradoxe du poème lyrique dans lequel le je renvoie au poète mais n'est pas nécessairement le poète et où il y a donc une sorte de flou, d'interstice dans lequel toutes les possibilités peuvent se glisser et qui donne matière elle-même au jeu poétique. J'avais commencé par un cas particulier dans lequel le nom de l'auteur est comme mis en jeu par le poème lui-même. Mise en jeu au sens propre, c'est une sorte d'enjeu. Et on jetait les dés pour savoir qui sera le poète, et où finalement ce nom est indécidable. Alors évidemment, la chanson que nous avons étudiée ou lue ensemble la dernière fois, Anche non like Masayama Totstam Sason Poder Amors, cette chanson ne pose pas elle-même la question du nom du poète. Quand on la lit toute seule, sans idées préconçues et dans la naïveté de son âme, elle ne semble pas la poser. C'est L'Arazo qui saisit, avec, il faut le dire, beaucoup de finesse, qui saisit une contradiction à l'intérieur de la chanson. Cette chanson qui dit je ne peux pas composer de poèmes, je pourrais en composer si je pouvais composer des poèmes faciles, mais moi mes poèmes sont difficiles, mon amour est difficile, pas de poème possible. Elle saisit cette contradiction et qui est au fond une contradiction de toute poésie, poussée là à son point extrême. Et elle incarne, c'est l'Arazo, le récit autour du poème et en fait tiré du poème, elle incarne cette contradiction dans le jeu des deux poètes dont chacun est nécessairement l'auteur de la chanson et dont aucun des deux ne peut l'être, et cela pour les mêmes raisons. Mais cette Arazo nous montre que devant l'énigme que constitue le texte, une réponse spontanée, une réponse qui vient à l'esprit du lecteur de la poésie, c'est de chercher un autre poète derrière le poète, et donc de supposer que le nom du poète est un pseudo-nom, un pseudonyme, comme si tout nom de poète était un pseudonyme. Alors, cette chanson, ce n'est pas n'importe quelle chanson, donc c'est cette chanson d'Arnaud Daniel, qui est d'Arnaud Daniel sans pouvoir être d'Arnaud Daniel, enfin, je n'y reviens pas. C'est donc une chanson de troubadour, et dans le cadre de cette poésie des troubadours, l'évocation d'un pseudonyme évoque immédiatement l'usage du signal, S-E-N-H-L, dans cette poésie, du signal, justement, de ce terme dont on considère qu'il désigne une sorte de pseudonyme. Dans beaucoup de chansons des troubadours, on s'aperçoit que le poète désigne la femme aimée, se désigne lui-même, désigne tel ami, tel interlocuteur, tel personnage, non pas sous son nom, mais sous une sorte de surnom, de sobriquet évocateur, soit du personnage lui-même, soit de la relation qu'il entretient avec le poète, et quelquefois apparemment choisi de façon arbitraire. Et dans le cas de la chanson d'Arnaud Daniel et du jongleur, la confusion des poètes et des personnages, la confusion du poète Arnaud Daniel ou le jongleur, la confusion du jongleur avec celui qui lui a pris sa chanson ou pas pris sa chanson, cette confusion
évoque l'usage des signals dits réciproques. Deux personnages s'appellent du même nom. Usage d'ailleurs qui s'est maintenu jusqu'à un certain point dans la vie. Vous avez surtout à l'adolescence, comme ça, vous avez des jeunes gens ou des adolescents qui ont un ami de cœur, une amie de cœur, et qui s'appellent mutuellement du même nom pour créer une sorte de connivence et de secret. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans la poésie des troubadours. Mais on l'interprète toujours en termes de pseudonyme. C'est-à-dire que ou plutôt, on considère le pseudonom, le pseudonyme, comme la manifestation d'un désir de dissimulation. Pourquoi ne se désigne-t-il pas sous son vrai nom? Pourquoi désigne-t-il tel personnage non pas sous son vrai nom, mais sous un signal? Pour dissimuler l'identité, pour maintenir une sorte d'anonymat. Alors, est-ce que le signal est vraiment un pseudonyme destiné à dissimuler l'identité de celui ou de celle qu'il désigne? Eh bien, probablement pas, et c'est un point qu'a mis en valeur, qui a été mis en valeur plusieurs fois, mais qui est particulièrement ces derniers temps mis en valeur par quelqu'un que beaucoup ici connaissent, et qui est Federico Saviotti, qui a été à terre, attaché à ma chair ces dernières années, et qui est un jeune mais extrêmement brillant, extrêmement savant philologue, ou un philologue extrêmement... Si on met plusieurs épithètes, il vaut mieux les placer après. Et voilà. Et d'après lui, les signaux réciproques ne sont pas plus des pseudonymes. Alors, je ne veux pas m'attarder trop sur ce point parce que Federico Saviotti nous fera le plaisir de revenir ici. Il ne s'enterre, enfin, s'enterrer à Milan est une mauvaise expression parce qu'il y a un endroit qui n'évoque pas un cimetière, c'est bien Milan. Enfin, il ne reste pas constamment à Milan et il reviendra dans quelques semaines nous entretenir lui-même de ces questions au séminaire. Donc je ne veux pas lui couper l'herbe sous le pied, ni me parer des plumes du paon, le paon en l'occurrence étant lui, et je ne fais ici que poser quelques jalons et utiliser ce dont j'ai besoin au point où j'en suis dans le déroulement du cours. Et le point, je vais droit à ses conclusions, le point essentiel de sa démonstration, c'est que le signal c'est... Enfin, on dit signal parce qu'on garde le mot en Languedoc, mais le mot français est signal. C'est un signe. Et comme son nom l'indique, le signal n'a pas pour fonction de dissimuler l'identité du poète ou de la femme aimée, et dans la plupart des cas, il y réussirait d'ailleurs très mal, mais au contraire, son rôle serait d'afficher cette identité. Le signal agirait ou aurait le même rôle que des armes parlantes. Si vous songez à ces petites miniatures qui, dans les manuscrits des troubadours, dans les chansonniers, accompagnent les chansons, quand le troubadour est un noble ou un grand seigneur, eh bien, il est généralement représenté revêtu de toutes armes. Vous savez, pour ceux qui ont suivi le cours l'an dernier, j'avais même commencé là-dessus, sur ce troubadour vu de dos, qui est Guillaume de Cabestany, et sur cette représentation de troubadours revêtus de toutes leurs armes. Revêtus de toutes leurs armes, c'est-à-dire que le visage est caché par le aume, mais cela veut dire aussi que leurs armoiries sont affichées partout. Sur leur écu, sur la flamme de leur lance, sur le caparaçon de leur cheval.
de sorte que le visage est caché, mais l'identité est affichée partout. Et le signal jouerait le même rôle. Enfin, c'est moi qui fais la comparaison avec les miniatures. Et Federico Saviotti, je vous disais, n'est pas tout à fait le premier. Il y a eu, il y a très longtemps, un article d'un philologue polonais, Stronski, qui avait développé cette hypothèse et qui disait, alors, qui concluait que le signal est une marque de fabrique du poète à une époque, dit-il, où les poètes ne se nommaient que rarement dans leurs poèmes. Et le signal est une pratique qui disparaît plus tard de la poésie, et dans l'idée de Stronski, à un moment où les poètes se sont nommés davantage, ils n'ont plus eu besoin de signal. Comme si le poète, relevant la visière de son home à partir du moment où elle a existé, ou enlevant son home à l'époque où c'était une boîte de conserve avec des trous, à ce moment-là, n'a plus besoin de porter ses armoiries. S'agissant du noble, nous savons bien que ce n'est pas vrai, et que ce n'est pas parce qu'on voit son visage qu'il fait effacer les armoiries sur son carrosse. Et puis, hors des comparaisons, je ne suis pas certain qu'on puisse invoquer, pour rendre compte de l'usage ou de la mode des signals, une évolution de la poésie médiévale. Je ne suis pas certain que le signal pallie l'anonymat des poètes, ni que plus tard les poètes se soient nommés davantage, plus, puisque davantage que est incorrect, plus qu'ils ne le faisaient à l'époque où le signal était en usage, ou qu'ils se soient nommés différemment. Marcabru, nous allons y revenir sur lui dans un instant. Marcabru est au début du XIIe siècle le sobriquet d'un troubadour, comme Ruthbeuf est le sobriquet d'un trouvère, d'un poète dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Quelle différence de l'un à l'autre? Et est-ce qu'il faut considérer comme une marque de fabrique et comme un refus de l'anonymat, ou au contraire considéré comme une recherche de l'anonymat? Les cas fréquents, surtout en France du Nord, où le poète se désigne lui-même sous un prénom très courant. Des romanciers, alors vous me direz j'anticipe, enfin c'est mal fait puisque nous parlerons plus tard des romanciers, mais des cas où des romanciers se nomment dans leur prologue, mais se nomment en disant qu'ils s'appellent Jean, comme l'auteur des Merveilles de Rigomère, ou qu'ils s'appellent Thibaut, comme l'auteur du roman de la poire. Des Jean et des Thibaut, ce n'est pas ce qui manque. Comment identifier un Jean ou un Thibaut? Ou bien ceux qui se désignent sous une dénomination très générale, comme le clerc de Vaudois, ce contemporain et émule ou modèle de Rudebeuf, enfin c'est le même genre de poésie à la même époque, ou bien qui se désigne sous un nom qui s'avoue comme un pseudonyme, et, ou bien un nom dissimulé lui-même sous une acrostiche ou une devinette. Par exemple, Jean Renard, sur lequel nous reviendrons. C'est un poète, un romancier malin et mystificateur. Et il dit qu'il s'appelle Jean, prénom tout à fait courant, et Renard. Tiens, justement, Renard. Et puis il le dit même pas directement. Il le dit par allusion, le reconstitue, par jeu de mots. Bon. Alors, nous ne dirions pas que ce sont là exactement des signals. Mais pourquoi? La distinction n'est ni très
facile à faire, ni très nette. Dans tous les cas, le poète se désigne lui-même d'un nom qui n'est pas le sien, ou qui n'est pas véritablement le sien, ou qui ne suffit pas à l'identifier sans ambiguïté. Distinguer le signal du sobriquet n'est pas si simple. Le sobriquet, comme le signal, nourrit le développement poétique. Voilà. L'exemple de Rudebeuf, que vous connaissez bien, le montre assez, qui ne cesse de gloser sur le Rudebeuf qu'il est, tandis que le sens du signal produit par lui-même une résonance dans le contexte du poème et est en soi une matière poétique. Voilà. Que ce signal soit beau Belvézère, bel à voir, beau diamant, mieux que bien, etc. Aimant, enfin, non pas aimant, en français moderne, ça fait un jeu de mots sur le verbe aimer, mais aimant aimant magnétique. Ça a un sens, ça a une valeur poétique de désigner dans un poème la femme aimée sous le nom d'aimant magnétique. Ce qui est propre au signal, c'est d'être une création du poème, de ne recevoir son sens que du poème, de donner son sens au poème, d'être une production poétique, de n'être utilisable que dans le jeu social qui suppose que la vie amoureuse est une vie en poésie, comme disait Patrice Latour-du-Pin, et qui est le grand présupposé des troubadours. Et même d'ailleurs, la vie de société, c'est dans cette perspective qu'il faudrait examiner l'emploi des signals réciproques comme marque d'une relation fusionnelle ou de la reconnaissance d'une affinité des personnalités dans le cadre poétique. Avoir pour un troubadour un ami de cœur ou un mécène dont il se sent très proche et dans la familiarité duquel il entre, et partager avec lui un signal dans le cadre du poème, naturellement, cela a un sens. Mais surtout, et dans la perspective qui est la nôtre ici, le signal illustre la proposition que le poème précède le poète. Le signal, donc ce terme ou cette expression imagée qui désigne un personnage en se substituant à son nom, en jouant avec l'identité du personnage comme une métaphore poétique, ne prend sens que dans le contexte du poème qui lui donne sa résonance. S'il désigne la femme aimée, il le fait à partir du regard que le poème porte sur elle. S'il désigne un ami du poète, il le fait dans la complicité et la rivalité poétique de l'attenso, du poème dialogué, de la tension entre les deux interlocuteurs. S'il désigne le poète lui-même, comme Federico Saviotti, toujours lui, le suggère avec audace, s'agissant du signal belle cavalière, beau cavalier, utilisé par Rimbaud de Vaqueira, c'est qu'il y a quelques années nous avions commenté dans un autre contexte, il le fait dans le miroir narcissique du poème. Miroir narcissique où le poète ne voit que lui-même alors même qu'il cherche à voir la femme aimée, et on y revient toujours, c'est la troisième strophe de la chanson de l'Alouette de Bernard de Ventadour. Je me suis noyé dans vos yeux, dans un miroir qui me plaît beaucoup. Miroir, les soupirs profonds m'ont tué, et je me suis noyé comme le beau Narcisse en la fontaine. Donc, il ne retrouve que lui-même comme Narcisse. S'il désigne un ami du poète, et plus encore si le signal est réciproque, c'est l'environnement tout entier du poète, c'est le cadre de vie du poète qui est donné pour une création poétique. Mais
je pourrais aussi prendre à rebours ce que je viens de dire et abolir la distinction que je viens d'établir. Au regard des poèmes dans lesquels le poète se nomme, le Sénial a la particularité d'être un nom engendré par le poème. Si le poète dit « je m'appelle Chrétien de Troyes », ce que c'est vrai ou pas vrai, bon, il se nomme. Si le poète parle de lui en disant « belle cavalière », le poème engendre le nom. Mais est-ce que c'est une si grande particularité? Quel nom de poète cité dans le poème n'est pas un Sénial? Ces noms sont souvent des sobriquets, Rudebeuf, Marcabrus, Cercamone. Est-ce qu'ils sont si différents de plus loyal, mon aimant, toujours magnétique, beau cavalier, etc. Bon. Et la question se pose particulièrement pour les Sénials réciproques qui se rapprochent des sobriquets en ce qu'ils ont quelque chose de ludique. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail, Federico en parlera. Deux personnes se désignent mutuellement par le même Sénial. Deux poètes, parfois un troubadour, un de ses amis, parfois le troubadour et sa dame, parfois le troubadour, sa dame et un ami, ce qui constitue un triangle périlleux. C'est le cas de Guillaume de Saint-Lédier, qui avait un ami de cœur et une amie, et tous les trois s'appelaient Bertrand, et ça s'est mal fini. Il y a eu assez récemment, Eduardo Vallet a dressé une liste des Sénials réciproques. Et partager un Sénial, c'est accepter d'être confondu avec l'autre. C'est accepter une substitution d'identité. C'est, s'agissant de troubadour, accepter que le nom du poète ne soit pas unique et donc que la paternité des poètes puisse ne pas l'être. Et c'est suggérer que la situation d'Arnaud Daniel et du jongleur n'est pas si surprenante qu'elle nous paraît. Et, enfin bon, exemple de Sénial réciproque dont parlent les Vidas et les Razos, Giraud de Borneille et Raymond Bernard ou Bertrand de Rouvenac, qui s'appelaient Sobretots, par-dessus tout. Bertrand de Born et Richard Cœur de Lion, qui s'appelaient Oui et Non, Hoc et Non. Bertrand de Born est, toujours lui, est le frère de Richard Cœur de Lion, le comte Geoffroy ou Geoffrey de Bretagne, qui s'appelait Rassa. On ne sait pas pourquoi, ce que veut dire Rassa. Gauselm Faedit et Jordan d'Embrun, qui s'appelait Bel Espoir. Alors, Bel Espoir est compréhensible d'appeler la dame Bel Espoir, mais dans le cas du Sénial réciproque, c'est tout à fait autre chose. Alors, je l'ai dit, Guillaume de Saint-Lédier, Hugues Maréchal et la vicomtesse marquise de Polignac, marquise était son prénom et non pas son titre, qui était la sœur de Dauphin d'Auvergne, qui jouait un si grand rôle comme protecteur des troubadours, qui s'appelaient tous les trois Bertrand. En Guillaume de Saint-Lédier, si fazia sas cançons deia, et la Maya per amor, et dizia li Bertrand, et en Hugo Marescal dizia altresi Bertrand, qui era sos campagnes, et tuit trei si clamavan Bertrand sens l'autre. Là, il insiste. Messire Guillaume de Saint-Lédier faisait ses chansons sur elle et l'aimait d'amour, et il l'appelait Bertrand. Et à Monseigneur Hugo Maréchal, il disait aussi Bertrand. Monseigneur Hugo Maréchal, qui était son compagnon. Et tous les trois s'appelaient Bertrand l'un l'autre. Mais, continue-t-il, Guillaume de Saint-Lédier devint être très triste, car les deux Bertrand lui firent une grande félonie. Là. Jean Boutière met une note, on ne sait pas de quoi il s'agit. Peyre Vidal, le pauvre fou, et le comte Barral de Marseille s'appelaient l'un l'autre Régnier. Raymond de Miraval et le comte de Toulouse Raymond VI s'appelaient l'un l'autre Audiard. Et Guillaume Desbaux, prince d'Orange, et Rimbaud de Vaqueiras s'appelaient l'un l'autre Anglais.
Pourquoi anglais? On ne sait pas. Il y a des... et puis il y en a... Alors là, les Vidas et les Razos le disent. Enfin, il y en a qui sont donnés par les poèmes eux-mêmes, entre eux. Et par exemple, c'est comme une la palissade, les deux dont le signal réciproque est partagé, communal, commun à l'autre, Garandapchetorcafol. Désir, mais non pas un troubadour qui donnerait comme signal à sa dame désir, mais entre Gaussem Faidit et Raymond Jordan. Désir. Plus loyal, là encore, entre Foulquet de Marseille, celui qui est devenu évêque, et Ponce de Chapdeuil. Aimant sert pour des dames, c'est le cas de Bernard de Ventadour, mais sert de signal réciproque entre Bertrand de Born et Guillaume de Berguédan. Et à l'inverse, là où on attendrait quelque chose de plus affectueux, Azalaïs de Porcaïrag, qui était une Trobairitz, et Rimbaud d'Orange s'appelaient l'un l'autre Joglar, jongleur. Et alors, donc c'était leur qualité en somme poétique, mais en la ravalant, qui était mise en évidence. Jongleur est un terme masculin, jongleresse existe, c'est encore plus désobligeant, n'est-ce pas? Mais il y a tellement d'œuvres médiévales où l'héroïne se travestit, et souvent se travestit en jongleur. L'exemple le plus célèbre, bien que l'œuvre ait été peu diffusée, ne soit connue que par un manuscrit, c'est Aucassin et Nicolette, où Nicolette se déguise en jongleur mort, en se noircissant le visage avec une plante qui s'appelle éclair. Enfin, ça, c'est les plaisanteries de l'auteur d'Aucassin et Nicolette. Et donc, mais le cas le plus... Alors, on a vu à ces exemples que le cas le plus fréquent n'est pas celui où le signal est partagé entre deux poètes, mais celui où il est partagé entre le poète et un de ses amis, qui est souvent un de ses protecteurs. Et cette situation est plus banale, pour nous, est plus banale et moins intéressante, touchant la relation entre l'identité du poète et la création poétique. Mais dans ce cas, le signal est plus que jamais un nom du poète produit par le poème. C'est le talent poétique du troubadour qui lui permet de s'élever jusqu'au niveau de son mécène et de se trouver avec lui sur un pied d'égalité qui va jusqu'à cette sorte d'identité fusionnelle unique qu'affiche le signal réciproque, comme qu'il l'affiche par son existence même, comme à travers sa nature et à travers sa signification. Et donc, nous avons vu ces exemples. Mais enfin, là encore, je suis trop long sur ce sujet sur lequel nous reviendrons de façon plus compétente que je ne peux le faire au séminaire. Du côté des sobriquets, puisque je suis dans cette sorte de parallèle entre les deux, je ne veux pas non plus reprendre dans le détail la question des noms du côté des sobriquets troubadours des plus frappants qui sont Cercamone et Marcabru. Je ne peux pas non plus la passer totalement sous silence parce que ce sont eux qui posent le plus nettement la question quel est le nom du poète. Là encore, je suis coincé par ma mauvaise organisation puisqu'il en est question dans le livre qui vient de paraître et donc auquel... Enfin, je devrais me contenter de renvoyer, mais personne n'est obligé de lire mes livres. Donc, je peux en parler, mais ça est comme ça. Enfin, je suis coincé et condamné soit à la faute professionnelle, soit au manque d'éducation,
dans tous les cas. Donc, je résume les grandes lignes, d'autant plus que le cas de Cercamone, je peux résumer beaucoup, puisqu'il en avait été question l'an dernier au séminaire avec Luciano Rossi, dont l'hypothèse, vous le savez, est que Cercamone est un sobriquet qui dissimule le vicomte Eble II de Ventadour, le vassal, l'ami et le rival en poésie du premier troubadour Guillaume IX, Eble II de Ventadour, qui a exercé une très grande influence comme poète, plus grande encore que Guillaume IX, mais dont nous semblons avoir perdu l'œuvre entière. Selon Luciano Rossi, l'œuvre ne serait pas perdue, elle aurait été conservée sous le nom de Cercamone. Mais je m'intéresse ici au sobriquet. Ce sobriquet, donc Cercamone, c'est cherche monde, court le monde. Donc c'est le sobriquet d'un vagabond. Et Marcabru, c'est marche brun, marche sombre. Et Léon Blois dirait marche noire. C'est le nom du héros du désespéré de Léon Blois. Bon. Et donc, c'est à ces sobriquets que je m'intéresse. Donc, Cercamone, s'il faut Gioglas di Gascodia et trombet verse pastoretas alla usanza antiga et cerquet tot l'omon lai on el pocadar et parso fait sédire Cercamons. Cercamon était un jongleur de Gascogne et il trouva des vers, des poèmes et des pastorelles à la manière antique et il courut le monde entier partout où il put aller et pour cela il se fit appeler Court le monde, cherche monde, Cercamone. Alors, vous vous souvenez, enfin, ou certains d'entre vous se souviennent, que pour Luciano Rossi, ce sobriquet peut s'entendre non pas Cercamon, mais Cercamon. Non pas court le monde, mais cherche en haut. Bon. Cherche vers le haut. Et ça s'appliquerait aux préoccupations morales et spirituelles qui ne sont pas non plus étrangères aux poètes. Mais il pourrait se comprendre aussi comme une invitation à chercher le poète en haut, dans les hautes classes de la société, suggérerait ainsi que derrière le jongleur se cache un personnage haut placé. Alors, je laisse compter, nous en avons déjà beaucoup parlé. Vous savez que l'hypothèse Eble de Ventadour est extrêmement séduisante, qu'il reste une incertitude, ou bien les successeurs d'Eble de Ventadour, celui qui a écrit cette Vida, ceux qui connaissaient les poèmes de Cercamone, ou bien ils savaient que c'était Eble de Ventadour, ou ils ne le savaient pas. S'ils ne le savaient pas, comment ont-ils pu l'oublier si vite? Un si grand seigneur, quelqu'un qui a exercé une si grande influence en poésie, on a ses poèmes sous les yeux, on ne sait plus que c'est lui. Et s'ils le savaient, comment n'ont-ils pas craché le morceau alors que c'était une si belle histoire et si nettement le genre d'histoire qu'aiment les Razos. Mais enfin, passons là-dessus. En gros, je suis convaincu par Luciano Rossi, mais il reste ça. Bon. Alors, dans le cas de Marcabru, les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que dans le cas de Cercamone, est-ce qu'il faut croire la Vida? Est-ce que des poètes, il faut tirer que, etc. La confrontation n'est pas dans les poèmes eux-mêmes. Tandis que chez Marcabru, c'est à l'intérieur, n'est-ce pas, que tout se joue. Les poèmes deviennent, comme toujours, histoire dans la vida du troubadour. Et Marcabru est gratifié de deux vidas, très brèves toutes les deux, très différentes l'une de l'autre, élaborées chacune à partir d'un poème différent. On peut savoir pour chacune de quel poème elle vient, mais ce n'est pas le même, et conservées chacune dans un seul manuscrit. Elles s'accordent pour faire de lui un pauvre, un enfant trouvé pour l'un,
le fils d'une pauvre femme pour l'autre, et pour lui prêter un caractère amer. Ça, il suffit de lire ses poèmes pour lui prêter un caractère amer. L'une est plus circonstanciée, celle du chansonnier A. Marcabrus si foggitat alla porta d'un ric homme, qui entend homme qu'il faut ni donne. En Aldrix del Villar, faites-le rire, etc. Marcabrus fut abandonné à la porte d'un homme important, et jamais personne ne sut qui il était ni d'où. Et monseigneur Aldric du Villar le fit élever. Ensuite, il demeura tant avec un troubadour qui avait nom Cercamone, qu'il se mit lui-même à trouver. Il s'appelait alors Pain perdu. Mais à partir de ce moment, il eut nom Marcabru. Et en ce temps-là, on ne parlait pas de chansons, mais tout ce qu'on chantait était vers. Nous avons commenté ailleurs, enfin dans un cours il y a quelques années, cette question. Il fut fort renommé et écouté à travers le monde, et redouté pour sa langue, car il était si médisant que finalement, les châtelains de Guyenne, dont il avait dit beaucoup de mal, le mirent à mort. Bon. Donc, c'est une biographie complète qui a de sa naissance à sa mort et qui ne nous apprend strictement rien. Audric, on ne sait pas qui est Aldric du Villar. Aldric est un nom germanique répandu. Villar, le nombre de localités qui s'appellent Villars, Haut-Villars, etc., est tel qu'on ne peut rien en faire. La mise à mort par les châtelains de Guyenne est parfaitement énigmatique. À l'époque, la Guyenne, c'est l'ensemble de l'Aquitaine. Bon. Mais un châtelain, c'est le gouverneur d'un château. Ce n'est pas le propriétaire d'un château, comme aujourd'hui. C'est le gouverneur au nom du propriétaire. Alors, que signifie cette conjuration de châtelain, celui qui a le garde? Pourquoi, justement, des châtelains? Alors, est-ce qu'il faudrait entendre châtelain au sens moderne? Est-ce que ce sont les seigneurs de Guyenne? Alors, pourquoi employer le mot châtelain? Et puis, dans le manuscrit, ce n'est pas Guyenne. Il y a G-U-I-A-N. Il manque le A final. Bon. Et enfin, je vous ferai un dessin si je savais dessiner. Mais comme il manque le A final, ce n'est pas forcément Guyana qu'il faut lire. Parce que U-I, ça peut se lire, enfin, on peut lire C-G, enfin, c'est trois jambages. C'est trois jambages. Donc, on peut lire Ju, on peut lire M, on peut lire ce qu'on veut. Donc, le plus clair dans tout cela, c'est que la Vida semble se fonder sur deux chansons de Marcabru et épuiser toute son information claire, c'est vite dit, n'est-ce pas? Parce que pour ces chansons, il y a une question de paternité, là encore. Et d'ailleurs, les deux chansons, dans un manuscrit, ne font qu'une. C'est la première chanson, ou la première partie de la chanson, est adressée à Marcabru et est placée dans la bouche d'un certain Henric, E-N-R-I-C. Mais il ne s'appelle pas Henric dans tous les manuscrits. Dans d'autres manuscrits, il s'appelle Audric, Henric avec un A, Oldric, Alric. Alors c'est peut-être le même que cet Aldric du Villar, ou probablement que l'auteur de la Vida s'est fondé sur la chanson pour parler de cet Aldric du Villar. La seconde partie, ou la seconde chanson, c'est la réponse de Marcabru. Alors, dans le manuscrit A, c'est une seule chanson, et elle inspire cette Vida. Les autres manuscrits en font deux chansons séparées. Ce sont donc des chansons ou une chanson dialoguée, comme on disait, ou comme disaient les Galiciens, des chansons d'escarne et maldisère, des chansons de moquerie et de dire du mal d'eux. Des chansons donc, où on dit du mal l'un de l'autre, voilà. Des pièces moqueuses, satiriques, voire injurieuses,
mais généralement, et ça semble être le cas ici, ce sont des chansons qui ne font que mimer une dispute et qui relèvent de la plaisanterie et du jeu. Et donc, toujours est-il que si donc cet Henrique, Aldric, et peut-être cet Aldric du Villard, si les deux chansons constituent un échange, ce qui est bien possible, ce qui est même probable, parce qu'elles ont le même schéma métrique et strophique. Donc le manuscrit qui considère que c'est un échange et qui en fait une seule chanson a probablement raison. Dans ce cas-là, c'est ce même Aldric ou Henric qui s'adresse à Marcabru en le désignant dès le début, au vers 2 de la chanson, sous le nom de Marcabru, mais qui au début de la dernière strophe dit, je ne sais plus si je l'ai donné, oui, Recognuta et pan perdut, equiava ton solar. Je t'ai reconnu, pain perdu, et tu croyais cacher ton nom. Et c'est pour cela que la Vida dit, ah mais oui, en réalité, il s'appelait pain perdu, puis, parce que dans cette chanson, on dit, ah mais je t'ai bien reconnu, tu te fais appeler Marcabru, mais tu es pain perdu, tu croyais cacher ton nom. Mais en fait, on ne peut rien tirer de cela. D'abord, que signifie ce sobriquet de pain perdu? Est-ce que c'est une façon de dire que Marcabru est un crève-lapin, un homme qui ne trouve pas son pain, mais qui le perd? C'est bien possible. Mais dans ce cas-là, ce serait un jeu de mots au second degré. Parce que pour nous, du pain perdu, c'est pas perdu, ça se mange. C'est une recette. Or, la recette du pain perdu existait au Moyen Âge, et sous le même nom. Quand on commandait du pain perdu, on vous servait la même chose qu'aujourd'hui au Moyen Âge. Bon. Donc, ce serait par un jeu de mots sur la recette. Mais en fait, c'est assez influencé par la Vida qui a inventé cette histoire en se fondant sur la chanson. Il peut y avoir 1000 autres explications à ce surnom de pain perdu. N'est-ce pas? Donc, rien ne suggère qu'il s'agit du premier ou du véritable nom du poète. Peut-être, cela peut faire allusion à n'importe quoi, à une charade ou à une sorte de jeu de rôle où on se déguise en pain perdu, enfin que sais-je, je ne sais pas où on se... tout est possible. Et d'ailleurs, enfin ça c'est en marge de ce que je dis, mais on aimerait comprendre par quelle association d'idées l'auteur de la Vida observe précisément à cet endroit qu'à l'époque, on n'utilisait pas le mot chanson, mais que tout ce qu'on chantait était désigné sous le terme générique de vers. Alors bon, ce terme de vers, on a essayé de le comprendre, c'est une question compliquée sur la poésie des troubadours. Mais il est possible qu'il juge inclassables beaucoup de pièces de Marcabru qui sont trop virulentes dans la dénonciation des vices contre l'amour, trop grossières, le langage est très cru souvent, trop détaché de toute expérience amoureuse personnelle, pour être désignées comme des chansons, puisque le mot chanson désigne une chanson d'amour. Ce ne sont pas vraiment des chansons d'amour, pas vraiment amoureux, mais elles sont cependant trop générales et elles sont, si on peut dire, trop spéculatives pour être des sirventes, qui sont des pièces polémiques, politiques, satiriques, mais qui visent généralement une personne précise ou une circonstance précise. Tandis que là, ce sont des chansons, oui, spéculatives d'une certaine façon, des chansons philosophiques presque. Alors, vous me direz, ça c'est une hypothèse gratuite. Non, et je m'égare.
peut-être, mais pas tout à fait. Parce que l'autre vida, la vida du manuscrit K, qui est très brève, d'une façon confirme cette hypothèse. Marcabrune, si faux de Gascogne, fils d'une pauvre femme, qui a actum Marcabruna, si comme elle dit à son chantar, Marcabrune, lo fils na bruna, frangendrats antal luna, qu'elle sab d'amor comme des gruna, escotats, qui hangt amet neguna, ni d'autra non fo amats. Trobaire fo del premiers comme se recorde, de caetivets vers et de caetivets serventes fets, et dismal de las femnas et d'amor. Marcabru était de Gascogne, fils d'une pauvre femme qui s'appelait Marcabrune, comme il le dit dans son chant. Marcabru, le fils de Madame Brune, fut engendré sous telle lune qu'il sait comment l'amour vous secoue. Écoutez, car jamais il n'aima aucune et de nul ne fut aimé. C'est une chanson comme ça, très rythmée et très violente, avec ce escotats, écoutez, qui revient à la même place dans chaque strophe. Donc l'auteur de cette très brève vida a été frappé du fait que la poésie de Marcabru, tout en ne parlant que d'amour, n'est pas une poésie d'amour. Précisément l'hypothèse que je faisais il y a un instant. Et il est allé chercher la citation qui explique et justifie cette situation. Il y a un passage dans lequel Marcabru dit qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas été aimé, qu'il n'a pas aimé, mais qu'il sait bien comment l'amour vous dégrune. Alors, quand il vous secoue, on ne sait pas trop comment comprendre. Dégrunard, ça veut dire égrener. Alors, il s'est traduit littéralement par boutière. Les éditeurs anglais, Simon Gaunt et ses collaborateurs, traduisent par faire des ravages en anglais. À mon avis, enfin, pourquoi égrener signifierait-il faire des ravages? Ils ont probablement pensé que pour égrener, on secoue les je n'ose le dire, mais je crois que Boutière a eu raison en un sens de garder égrener et que si on secoue et ce qu'on secoue, ce n'est pas pour faire des ravages, ou enfin bon, des ravages si on veut. Et que lorsque il dit, parce que vous voyez, il sait comment l'amour vous égrune, mais il n'a jamais été aimé d'une femme et il n'en a jamais aimé aucune. Comment concilier les deux? On voit comment avec Égrenat, et je n'ai jamais osé publier là-dessus une notule dans Romagna ou ailleurs, et je devrais encore moins oser le dire si publiquement, mais il me semble que c'est ça que ça veut dire. Et c'est la malédiction de Marcabru. Il a été engendré sous telle lune, n'est-ce pas, dans des circonstances astrologiques défavorables pour l'amour. C'est lorsque, enfin il le dit toujours plus, il est toujours plus élégant. Quand Geoffrey Rudel dit mon parrain m'a jeté ce sort d'aimer et de n'être pas aimé, il m'a fadat. Je suis faé, les fades, les fées. J'ai un parrain, les parrains et les marraines sont des magiciens et des fées, et il m'a faé mal, que soit maudit, conclut-il, le parrain qui m'a ainsi fadat. Et donc, le fada, vous savez, c'est celui qui a reçu un coup des fées. Et
eh bien, là, c'est la même image. Et alors, je crois que l'auteur de la Brève Vida donc, a été frappé du fait que la poésie de Marcabru ne parle que d'amour et n'est pas une poésie d'amour. Il est allé chercher la citation qu'il explique et il hésite lui aussi sur la classification de ses pièces et il utilise les deux termes, vers, comme l'autre, et sirventes. Et pourquoi lui utilise-t-il sirventes? Parce que la façon dont il définit ses poèmes, c'est qu'ils disent du mal des femmes et de l'amour. Ils ont donc ce côté satirique qui caractérise le Sirventes. Et c'est probablement parce que dire du mal des femmes et de l'amour lui paraît scandaleux qu'il qualifie de misérables ces poèmes. Il le répète, des Sirventes, des vers misérables, caetivets, chétifs, et des Sirventes misérables, alors que ces poèmes misérables ont eu un succès immense. C'est l'un des troubadours dont on a conservé le plus de poèmes. Et les manuscrits qu'a compris, là où figure la Raso, ont conservé la Vida, on en conservé un très grand nombre. Évidemment, sinon on ne les aurait pas. En réalité, Marcabru ne dit pas du mal. Il ne dit de mal ni de l'amour ni des femmes. Il dit du mal d'un certain amour et de certaines femmes. Et si l'auteur de la Vida ne l'a pas compris ou n'a pas voulu le comprendre, cela signifie peut-être que ceux qui, dans le long débat autour de ce poète tellement difficile, voient en lui non seulement un moraliste, mais aussi un poète pénétré d'esprit religieux, d'esprit cistercien, ont raison contre ceux qui voient dans son œuvre soit l'expression d'une revendication sociale, soit l'habituel discours convenu autour de la fine à mort, de la cruauté des femmes, etc. Si c'était ça, l'auteur de la Raso, de la Vida, aurait compris. Et s'il n'a pas compris ou s'il n'a pas voulu comprendre, c'est probablement qu'il y avait quelque chose d'inhabituel et qui peut être cela. Donc Marcabru, j'ai dit, est un moraliste violent, amer, tourmenté, torrentueux, tempétueux, cru jusqu'à l'obscénité. On vient de voir si j'ai raison, mais c'est peut-être moi qui suis obscène, cru en particulier dans la description des vices qu'il flétrine, les femmes qui couchent avec leurs domestiques, qui vont frotter leur pubis brûlant contre, etc. Compliqué jusqu'à l'obscurité, il se vante lui-même de ne pas comprendre ses propres poèmes. Donc, Marcabru, marche sombre, la Vida met en relation avec Cherche-Monde, nous fait effectivement penser, comme je disais, à Caïn Marche Noire, le héros du Désespéré de Léon Bloy. Et les Vidas, les deux Vidas, cherchent du côté de la misère matérielle et affective ce marche sombre que lui-même met certainement plutôt en relation, il met plutôt certainement en relation sans compter son sobriquet avec son tempérament violent, sombre en effet, obstiné. Marcabru est quelqu'un, mais on le sent en le lisant, qui marche obstinément dans un univers sombre, qui ne cherche de marcher dans l'ombre. Nous sommes toujours dans le monde du Sénial. Le nom du poète n'est pas son vrai nom au sens de l'état civil. Est-ce donc un masque puisqu'il cache le vrai nom? Pas du tout, c'est le contraire d'un masque. C'est un révélateur. Pour un poète, qu'importe le vrai nom, qu'importe l'état civil, le Sénial est un signe, c'est un signalement, il donne à entendre. Le surnom qui s'ajoute au nom, qui le remplace,
est révélateur. Révélateur de quoi? Non pas de l'identité du poème, mais de ce que le poème dit du poète, puisque le surnom est interne au poème. Révélateur du poète tel que le poème le façonne, plus que jamais, le poème précède le poète, et donc j'ai fait du surplace et nous essaierons d'avancer la prochaine fois. Je vous remercie.